Alors Julien, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs où nous sommes? Alors là, on est dans les caves, dans la troisième étape de permafungi où on fait pousser les champignons. Donc juste derrière toi, on voit des champignons en culture, mais ça on aura l'occasion d'y revenir. Avant de découvrir la production de champignons, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter la naissance de permafungi? Alors, je m'appelle Julien Jacquet et la naissance de permafungi, c'est la rencontre de plusieurs personnes qui avaient des profils différents. Il y a un agronome, il y a quelqu'un qui est intéressé par l'entrepreneuriat social, il y en avait un qui avait plutôt des notions entrepreneuriales, économiques. Et l'idée, c'est de mettre toutes ces compétences ensemble pour créer un projet qui tenait la route sur base d'une idée qui était repérée en Thaïlande. Ouais, elle vient d'où cette idée alors en Thaïlande? Qui et comment vous avez eu la révélation? Alors, un des fondateurs, qui s'appelle Martin, a étudié l'agronomie. Ouais, donc c'est l'agronome. Ouais, il est parti après ses études en Thaïlande à vélo. Il adorait le vélo, donc il a traversé toute l'Europe, puis l'Asie, et il est parti travailler dans une ferme de permaculture en Thaïlande. Ouais. Et il a vu des champignons pousser sur du marc de café. Il s'est dit, mais j'adore le vélo, je vais aller chercher du marc de café à vélo. Ouais. Le marc de café, ça a l'air de rien, mais c'est devenu un déchet ultra abondant. Ouais, je vais faire pousser des champignons et je vais les livrer à vélo. Et là, c'était l'idée de base. Et puis il a eu l'idée de ramener ça à Bruxelles. Ouais. Et il a pitché ça à toi et tu as dit, on y va, on fait ça ensemble. On était plusieurs. Et donc, on s'est rencontrés au fur et à mesure. Et en fait, il y a eu deux projets qui ont eu la même idée. Et ça, c'est intéressant. C'est de voir que quand il y a une idée qui se passe dans un cerveau, en général, il y en a la même dans plusieurs milliers de cerveaux dans le monde. Alors, comment ça peut se faire? C'est que en même temps, il y a un livre qui s'appelle L'économie bleue qui parle non pas de l'économie verte de polluer moins, mais l'économie bleue qui est de ne plus polluer du tout, qui parlait de ça. Alors, est-ce que c'est... Pas spécifiquement des champignons poussés dans des marcs de café, ou l'idée de l'économie circulaire, de récupérer des déchets? Il parlait de l'économie qui ne pollue plus du tout, mais il donnait l'exemple des champignons. Alors, est-ce que les Thaïlandais se sont inspirés de ce livre qui est devenu un best-seller? C'est un Belge qui a écrit ça, mais c'est devenu un best-seller. Est-ce que c'est l'inverse? Ça, c'est une bonne question. Mais disons qu'il y a deux projets qui ont eu cette idée de dire, mais ça, il faut le ramener. Et ces deux projets se sont rencontrés, on s'est dit, il y a plus d'idées dans 6 têtes que dans une. Et du coup, on est... Ça n'existait pas ailleurs? C'est vraiment c'est les Thaïlandais qui ont trouvé ça, ou c'est des études scientifiques? Comment eux-mêmes ont trouvé qu'on pouvait cultiver des champignons sur du marc de café? Alors moi, je suis pas vraiment à l'aise avec l'idée d'invention. C'est le champignon, il pousse sur ce qui est organique. Alors là, il faut retrouver notre humilité d'humain et de se dire, on n'a rien inventé. Les champignons, ils poussent sur des feuilles mortes, ils poussent sur du marc de café. Par contre, ce qu'on a inventé, c'est un système où on utilise 3% ou 2% du café et qu'on jette 97%. Et qui a ce marc de café dans la ville? Et que le champignon, c'est le dégradé. Et ce qui est magique, c'est que non seulement on a le champignon, mais que le champignon a transformé le marc de café en compost. Donc on n'a plus de déchets. Et donc, je dirais que, en tout cas, nous, on revendique pas du tout l'invention de ça. Mais par contre, ce qu'on revendique, et on revendique en général pas les idées, mais la façon de le faire. C'est le fait de le mettre en œuvre. Et au départ, c'était quoi l'ambition, en fait, avec ces projets? Vous voulez constituer une entreprise, une licorne qui vaut des milliards de dollars, ou c'était un projet plutôt social? Quelle était la vision au départ? La vision au départ, c'était de contribuer à la résilience urbaine, c'est-à-dire comment la ville de demain peut surmonter les chocs en recyclant un déchet, en produisant de l'alimentation locale, en créant de l'emploi qui peut valoriser en ville, en minimisant les énergies fossiles. Et donc, vous voyez que c'était pas si simple parce que ces 6 personnes qui se sont rencontrées avaient des objectifs différents et donc on s'est cassé pas mal la tête sur le concept. J'imagine. Et essentiellement sur le côté social et environnemental. Et pour nous, le côté économique, et ça c'est resté, a toujours été un moyen. Et ça paraît évident aujourd'hui, mais je pense que déjà il y a 7 ans, ça l'était moins. Et même si c'est évident, on a du mal à le faire, de mettre l'économique au deuxième plan, parce que c'est stressant évidemment l'économique, c'est ce qu'on voit. Et au final, moi j'aime bien cette idée que les idéalistes se professionnalisent et deviennent rentables, parce que si dès le départ on vise la rentabilité, il y a plein de choses qu'on fait pas. Moi j'ai un exemple que j'aime bien, c'est que si on le fait, le marc de café ça coûte cher, on l'a gratuit mais il faut aller le chercher à vélo tous les matins. Bien sûr. Et si on n'a pas cette idée folle de prendre un mi-temps pour aller chercher du marc de café à vélo, on n'a pas le système qu'on a avec le pain quotidien aujourd'hui, qui est la logistique inversée qui ne coûte plus rien. Bien sûr. Si directement on avait dit on n'a pas besoin de marc de café, ça aurait été plus économique, mais on n'aurait pas du tout eu le côté social environnemental. Et donc je crois que notre sensibilité à ces notions-là au départ donne le permafungi d'aujourd'hui qui a atteint sa rentabilité après. Alors du coup, tu as parlé de toutes ces ambitions qui étaient incarnées par les 6 personnalités. Alors, comment elles se sont retrouvées? Comment tu résumerais du coup le concept aujourd'hui de permafungi? C'est quoi? Ça commence par la collecte déjà, qui se fait à vélo. Tu peux nous expliquer les grandes étapes et ensuite on viendra sur la production? Oui, alors il y a 3 activités sur permafungi. La première, c'est de récolter du marc de café
pour produire des champignons. Et là, on peut rentrer dans le détail sur toute la production de champignons. Et j'ai juste une question avant de te laisser partir et nous expliquer tout ça. Pourquoi les marcs des cafés et pas une autre substance? Évidemment, il y a beaucoup de marcs des cafés qui sont gaspillés parce qu'on l'utilise une fois pour faire le café et on les jette. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres matières qui peuvent aussi, comme tu dis, les champignons ils poussent partout, sur n'importe quelle matière organique. Pourquoi vous êtes allé strictement sur les marcs des cafés? Alors, on fait des choses plutôt loufoques et donc il y a des choses pour lesquelles c'est bien d'avoir une espèce de maîtrise. Ce qui est bien avec le marc de café, c'est qu'il est constant, on en a tous les jours. Et alors, et pour vous, de nouveau un autre exemple, pourquoi le concept a été assez loin, c'est que le marc de café, il est pasteurisé, il passe dans la machine à café à l'eau bouillante. Ah. Et le monde du champignon, on y reviendra, c'est le monde de l'invisible. Il y a des champignons partout. C'est-à-dire que si on ne pasteurise pas, on fait de la nourriture de champignons, et c'est pas le pleurote qui vient, c'est tous les champignons. Ouais, exactement. Ouais. Donc comme le trichoderma, c'est le ver que vous voyez sur vos citrons, il est bien plus fort que le pleurote, par exemple. Ouais. Et donc, nous, on se disait, mais c'est fabuleux, on va utiliser l'énergie de la machine à café une deuxième fois. On ne doit plus pasteuriser. Qui pasteurise, c'est ça. Ouais. Et on ne doit pas stériliser, pasteuriser, c'est-à-dire un petit peu moins, mais ça veut dire que on peut utiliser cette énergie une deuxième fois et économiser. C'est une économie financière, mais surtout déjà pasteurisé. Génial. Et c'est pour ça qu'on va le chercher tous les jours. Donc le marc de café, il faut qu'il soit frais. Il faut qu'il soit frais, exactement, et pasteurisé. Et donc le marc de café, il est là tous les jours. Il est en quantité, il est organique. Pour nous, c'était essentiel qu'il soit bio pour faire pousser des champignons bio. Et bon, on pourrait parler des feuilles mortes, mais le problème, c'est que en été, il y en a moins. On pourrait parler de la drèche de brasserie, parce qu'on est à Bruxelles, évidemment. Les brasseries. Et ça marcherait? On pourrait faire pousser des champignons sur les restes de bière, du coup? C'est tout un process à développer. La drèche de brasserie, c'est moins régulier, c'est pas tous les jours. C'est des toutes grosses quantités et ça s'oxyde très vite, par exemple. Donc, on pourrait le faire, comme on pourrait faire d'autres champignons. Disons que marc de café et pleurote, c'est l'exemple le plus facile. Surtout, comme tu dis, des marcs de café, on en a toute l'année. Et pourquoi les pleurotes en particulier, pas une autre variété de champignons? Alors le pleurote, il y a deux raisons. Le pleurote, la première chose, c'est que c'est un champignon qui est robuste et donc il se combat assez bien avec les autres champignons qui sont présents. Il faut se rendre compte qu'une champignonnière industrielle, c'est sas de sécurité, c'est pasteurisation, nous, on est dans des caves, on reproduit la nature, on chauffe pas, on fait les choses naturellement et donc le pleurote est capable de faire ça. Et l'autre chose, c'est que c'est un champignon qui est ultra apprécié. Dans la consommation, c'est deuxième ou troisième. Il est un peu en compétition avec le shiitake. Le premier, c'est l'agaric, les champignons de Paris. Et c'est un champignon qui a une forte valeur ajoutée parce que les prix du kilo, il est un peu plus élevé que les champignons de Paris, par exemple, non? Oui, mais par exemple, le pleurote n'est pas... et ça a été une vraie question, c'est qu'on trouve du pleurote beaucoup moins cher que celui de Permafungi. Maintenant, pour moi, c'est pas du tout le même produit. Nous, on a un pleurote qu'on cueille le matin, qu'on vend l'après-midi. Ultra frais. Qui est ultra frais. Qui est produit en ville. Donc, c'est-à-dire que si tu le vends, on y reviendra, mais chez un maraîcher, enfin, chez un primeur local, il est très très frais. Ouais, et souvent on me dit, mais ça c'est pas du pleurote. Le pleurote, le gros truc gélatineux sous cellophane. On a un petit champignon qui a du goût, etc. Ouais, ils sont très beaux, là, ils sont massifs d'ailleurs. Ouais, et on le voit, et ça c'est valorisable. Oui, c'est-à-dire que... J'invite vraiment tous nos auditeurs à aller regarder toutes les photos qu'on va poster et des vidéos évidemment autour de l'épisode, parce que c'est très impressionnant. Et encore une question avant de revenir sur le processus de comment on fait pousser les champignons dans les marcs des cafés. Est-ce que gustativement ça apporte quelque chose, le fait d'épousser les pleurotes dans les marcs des cafés? Alors, le champignon, c'est un chimiste fabuleux. C'est-à-dire que... et c'est génial parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est qu'au final, le marc de café est devenu du compost. On n'a plus de marc de café en fin de process. On a du compost. C'est ce que fait le champignon. Enfin, c'est un abus de langage. Le champignon, c'est le fruit. C'est ce que fait le mycélium, l'être vivant. C'est de transformer le marc de café en compost. Et en plus, il nous donne le fruit qui nous intéresse. Mais le résultat final nous intéresse aussi. Et donc, il ne voit pas de caféine, il ne voit pas de café. Donc, il voit juste les éléments chimiques, en fait. Voilà, il voit carbone, hydrogène, oxygène, azote. Du coup, l'aromatique du café passe pas du tout dans le produit fini, enfin dans les pleurotes. Non, mais par contre, le café a tous ces éléments, et comme il est bio, n'a pas les éléments négatifs, et donc il prend tout ce qu'il y a bien dans le café, il a le vrai goût du pleurote. Très nutritif. Et il a un goût différent parce qu'il est frais. Et quand tu dis qu'en fait, ça rend les cafés utilisables par la suite, ça veut dire que les marcs des cafés, quand ils sortent des machines des cafés, on peut pas les réutiliser
par exemple, avec les plantes à la maison, il y a toujours les gens disent non, tu peux utiliser les marcs des cafés pour aider à faire pousser les plantes, mais en fait, il n'est pas prêt parce qu'il a encore trop d'éléments, c'est ça? Mais en fait, moi, je viens pas de Bruxelles. Et pour moi, le marc de café, c'est pas un déchet. C'est-à-dire que dans ma petite ville, le marc de café, tu l'utilises pour, pour déboucher les tuyaux, pour faire du peeling. On peut le mettre pour faire fuir les nuisibles dans les jardins. Oui, c'est ça. Ah ouais? Le problème à Bruxelles, dans une ville comme Bruxelles, qui est 10 fois plus petite que Paris, c'est 15 000 tonnes par an. Donc c'est devenu hyper abondant. Oui. On met tout au même endroit, ça acide, ça détruit les sols, ou alors on va l'incinérer et ça consomme l'énergie. En fait, c'est ça le problème. C'est que le marc de café, c'est naturel. Le problème, c'est que si on met 15 000 tonnes au même endroit, ça devient un vrai déchet. On est d'accord. Et c'est pas un engrais si on le met dans la terre. Je pose une question qui a un peu rien à voir, mais il faudrait qu'il y ait un travail d'un champignon pour qu'il devienne vraiment nutritif pour des plantes. Alors, ou ça peut déjà être de l'engrais si tu mets du marc de café à la base de certaines plantes en terre. Ouais, moi j'adore écouter les gens qui font du compost. En fait, c'est vraiment un assemblage. Il faut qu'il y ait d'autres choses. Donc c'est de l'organique évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est différents types d'organique. Et c'est la même chose. Si on vivait sur du marc de café, c'est absolument pas diversifié. Tandis que s'il y a du marc de café avec des feuilles mortes, avec du bois, travaillé par des lombrics et du mycélium, on y arrive. Et du coup, si on revient sur les processus des productions des champignons par permafungi, donc ça commence par récupérer les marcs des cafés. Donc au début, c'était un vélo, et aujourd'hui, il y a un accord donc avec les Pains Quotidiens où les Pains Quotidiens vous ramènent ça. Une fois que vous recevez ces cafés-là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, on arrive à la première étape qui s'appelle l'inoculation. Et l'inoculation, c'est créer le substrat, donc créer la nourriture du champignon. Donc on va prendre du café. Parce qu'il est trop compact, on va le mélanger avec de la paille. D'accord. Alors, la paille, c'est un déchet qui est moins gênant, surtout en ville. Donc, on réfléchit à des pistes qui viennent aussi plutôt de l'économie circulaire, comme des déchets de feuilles de chou, par exemple. Mais bref. Il faut un élément pour, tu dis, aérer. Pour aérer, c'est trop compact, sinon, d'accord. On va mélanger ce marc de café et la paille. Et on va dire 50-50 ou 49-49, et on va mettre un tout petit peu de mycélium, cet être vivant, qui va le coloniser et qui va transformer ce substrat en lui-même. Donc ça va devenir un sac de mycélium. Donc ça c'est très important, parce que donc, le champignon, on n'y connaît rien. C'est pas une graine, c'est pas des spores, c'est le mycélium. C'est quoi exactement un mycélium? Alors le mycélium. Le mycélium, c'est un être vivant. Donc disons que c'est... Un être vivant. Oui. Donc on connaît bien le monde animal, on en fait partie. On dit qu'on le connaît bien. On dit qu'on connaît bien le monde végétal. Si on connaît 50%, c'est beaucoup. Et puis, il y a beaucoup d'autres types d'êtres vivants. Et le mycélium est un troisième groupe d'organismes. C'est-à-dire, c'est ni végétal, ni animal. Non. Je savais pas, moi je pensais que c'est du végétal, le champignon. Et c'est génial. On apprend plein de trucs. Ça me fait peur, là. Parce que... me fait peur, c'est après, être vivant, oui, d'accord, mais c'est pas un animal non plus, tu me rassures. Là, les sacs sont noirs, mais si on ouvrait les sacs, c'est tout blanc. Et c'est cet être vivant. On se dit, bon, il n'a pas l'air très intelligent. C'est pas très peur. Non, sauf que par exemple, il est capable de coloniser, pas celui-là, mais il y a des mycéliums qui sont capables de coloniser les cerveaux des fourmis pour les déconnecter, les déplacer où ils ont envie et les manger. T'es un peu flippant là, quand même. Alors, j'ai plus flippant. Le mycélium va prendre le contrôle du monde. On parlait d'un mycélium qui est énorme, qui fait presque la taille de la ville des Bruxelles. Non, de la Belgique, j'ai entendu. La Belgique. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'on le connaît moins. L'être vivant le plus vieux sur Terre, c'est du mycélium. Il a 5000 ans. L'être le plus grand sur Terre, c'est du mycélium, c'est le même. Il est au Canada et il fait la taille d'un petit pays. Je sais pas ces choses-là. On sait qu'on a l'être vivant le plus grand en surface, c'est le mycélium. Moi, je pensais que c'était la baleine. Je pensais à la baleine bleue dans le règne animal. Je réfléchissais dans ma tête, dans le végétal, il y a peut-être des trucs plus grands, mais non, donc c'est le mycélium. Ça valait le coup de faire un podcast avec toi juste pour cette information. C'est cadeau pour nos auditeurs. Et pour vous, nous, on est aussi un assemblage d'êtres vivants. Donc, on a du mycélium en nous, dans notre estomac, par exemple. Ah ouais? Oui. Donc, il est partout. Il est partout, oui. en fait. Ici, il y a du mycélium, ou en tout cas, il y a des spores, c'est-à-dire la graine de mycélium, qui viennent du Japon, qui viennent... il est présent partout. Les spores, c'est sa graine. Donc, il y a comme une graine. Oui, exactement. Mais ça suffit pas. Il faut qu'il soit là. En fait, il a quelle forme exactement, ce mycélium? C'est ça que j'arrive pas à imaginer. J'aurais dû en prendre avec. On peut imaginer ça comme un réseau blanc. En fait, c'est très simple. Vous prenez une bêche, vous ouvrez dans votre jardin, vous enlevez un bout de terre et vous voyez des filaments blancs. Ça, c'est du mycélium. D'accord. Et donc, imaginons que l'être vivant, c'est le pommier. Là, c'est le mycélium. Il fait un fruit, la pomme. Là, c'est le champignon. Et dans la pomme, il y a la graine, le pépin.
Là, c'est le sport. D'accord, ok. Quels sont du coup, les autres intrants? Donc là, pour faire des pleurotes, il faut du marc de café. Pour des raisons mécaniques, tu as besoin de paille pour aérer. Et du mycélium, ça suffit. Il faut de l'eau, j'imagine. Oui. Tu as besoin d'autre chose. Alors tu viens arroser, c'est ça, l'eau? On arrive en étape 2. Donc la première étape, c'est inoculation, on fait le substrat et on met le mycélium. Okay. Et la deuxième étape, c'est de laisser le mycélium. Ça dure combien de temps cette première étape? Ça, on le fait le jour même. Du jour, d'accord. Le jour d'arrivage du marc de café pour qu'il soit frais. Ouais, maximum il faut les stériliser, il faut les pasteuriser une deuxième fois. Alors, au départ, on le faisait pas. C'est-à-dire qu'on faisait entièrement confiance à la machine à café de nos partenaires. Ouais, sauf ça a été manipulé après. Non, parce que nous, on les a formés pour qu'ils aient une petite boîte hermétique qu'on va chercher tous les jours. Ah, les partenaires, les cafetiers, il faut qu'ils respectent un process pour pas contaminer, c'est ça le marc de café. Oui, la première semaine, on trouve des petits pots de lait, on trouve des petites cuillères en bois. À un moment, on fait cette formation pour éviter qu'il y ait d'autres champignons, d'autres germes, d'autres trucs qui vont se développer que tu voudrais pas dans tes sacs. Okay. Parce que c'est ça le danger, on le voit pas. Si on le fait mal, en troisième étape, au lieu d'avoir tous des pleurotes qui sortent, on a un gros sac vert qui pue l'humidité. Et donc, on a c'est moins intéressant. C'est moins bon. Ça se vend moins cher. D'accord. Et donc, le café, il arrive, vous les pasteurisez d'abord, ensuite vous les mélangez avec de la paille. Et on le pasteurise depuis qu'on a... maintenant qu'on produit 1 tonne de champignons par mois, on prend une sécurité supplémentaire, c'est-à-dire qu'on complète la pasteurisation ici. D'accord. On arrive en étape 2. On doit laisser le mycélium grandir. Il a besoin de 4 choses. Du noir, ça coûte 0. De l'eau, on a de l'eau de pluie. De l'oxygène, c'est comme l'humain, il prend l'oxygène, il rejette du CO2. Il y en a partout et ça rejette pas grand-chose. Et la dernière chose, c'est de la chaleur. Et dans le champignon classique, normalement, on chauffe, on mesure tout ça. Et nous, même chose, on a commencé à 6, on a mis 1 000 € chacun, on avait 6 000 €, donc ça coûtait cher. Mais on a fait des petites chambres et on s'est rendu compte qu'en fait, dans la nature, il produit sa chaleur lui-même. En mangeant le marc de café, il crée sa chaleur. C'est ce qu'on a découvert tout à l'heure dans les caves. Elles étaient à 14 degrés. Enfin, la pièce de cette étape numéro 2, elle est à 14 degrés. Alors que là où on est en train d'enregistrer, il y a de la vapeur. Je pense qu'on n'est pas à 14 degrés. Donc ça, c'est le champignon lui-même qui produit sa chaleur. Donc toi, tu n'as pas besoin de le chauffer. Alors, si on chauffe, on va avoir un meilleur rendement. Et c'est toujours cette question. On investit beaucoup pour pouvoir faire. Et nous, on est parti du principe inverse. On va mettre très peu d'investissement et on va voir ce qui sort. L'idée, c'est d'avoir peu d'intrants énergétiques. Ouais, c'est justement les modèles des permafungi dès les départs, en fait, d'avoir cette économie circulaire. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un produit qui est autosuffisant, autosuffisant de lui-même, en fait. Il vient générer tout ce dont il a besoin pour pouvoir grandir et évoluer. Et ça, c'est très, très fort. Et ça dure combien de temps, cette étape? La deuxième étape, elle prend 15 jours. D'accord. 2 semaines, oui. Mais là, pour l'instant, on va pas de pleurotes pour l'instant. Tout se passe à l'intérieur de marc des cafés, quoi. Exactement. Je veux dire, c'est de nouveau, c'est le pommier au mois de février. D'accord. Il n'y a pas besoin de faire un fouille spécialement. Il vit sa vie. Il grandit. Il consomme les nutriments. Il est dans des espèces de sacs suspendus. Là, il y en a qui sont derrière toi. Et il va grandir dedans. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas eu de contamination, et c'est le gros risque, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que ce sac va devenir tout blanc. Il va se couvrir, c'est ça C'est quoi ce blanc d'ailleurs? Parce que c'est déjà des petites pleurotes, c'est quoi? Non, le blanc c'est le mycélium, c'est lui. C'est lui qui sort, qui a grandi, d'accord? Ouais, c'est lui qui a grandi, exactement, c'est lui qui a tout colonisé, il est devenu immense en fait. Pas immense, moins grand que celui du Canada, mais... Et il est enfermé dans cette salle aussi pour donc éviter les risques de contamination avec d'autres champignons qui sont un peu partout. Et dès qu'il arrive à maturité, ces mycéliums, vous les sortez de cette salle-là. Oui. Parce que là, il n'a plus le risque de se faire contaminer parce qu'il est déjà trop puissant, en fait. Exactement, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien à manger pour les autres champignons. D'accord, on va tout manger, quoi. Nous, on peut être à côté et même si on se lave les mains, on a des millions de bactéries de spores, elles ne peuvent plus attaquer ça. Et qu'est-ce qui se passe ensuite entre le sac donc, qui est recouvert de mycélium, donc qui a été finalement envahi par la totalité de mycélium, et les pleurotes qui commencent à pousser dessus? Déjà, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, les pleurotes, c'est le fruit du mycélium. Ça, c'est un truc pareil, je voyais pas les choses comme ça. Ouais, parce que c'est ce qui sort dans la forêt, on connaît finalement mieux le fruit, c'est rare, on connaît mieux le fruit que l'être vivant. Et alors on arrive en étape 3 qui est ici, l'étape de fructification. Et ce qui se passe, c'est bien son nom du coup. Ouais. Et du coup, il a 2 chocs. Le premier choc, c'est qu'il a tout mangé, donc il a faim. Et le deuxième choc, c'est que tout d'un coup, il fait plus froid. Il y a des fenêtres derrière qu'on a couvertes, mais on est contre l'extérieur ici. D'accord. Et donc il s'inquiète. Et donc il se dit, il faut que je survive, et donc il produit un fruit qui est le pleurote. Et ça, c'est assez magique. Le premier jour, on a un bébé pleurote, ça s'appelle un primordia, directement qui sort, et tous les jours, il double de volume. Et en 5 jours, on a
Ça prend que 5 jours. Parce que là, je suis impressionné par la taille des pleurotes qui sont derrière toi. Ça prend que 5 jours pour émerger. Et le mycélium, là, on le voit plus du tout. Le blanc a disparu de la surface du sac. Non, en fait, il y a 2 types de sacs. Il y a des sacs noirs et des sacs transparents. Ouais. Et au départ, on n'avait que des sacs transparents. Le problème, c'est que s'il y a un ray de lumière, il va plutôt grandir en fonction. Et donc, après, nous, on faisait des trous pour que les pleurotes sortent. Et il devait encore parcourir la distance où il s'était renforcé jusqu'à la distance du trou. D'accord. Et un jour, on s'est dit, mais si on met des sacs noirs, ce sera uniforme. Et c'est dingue, mais je crois qu'on a augmenté la production de 10% juste en faisant ça. Mais on avait un nouveau problème, c'est qu'on ne voyait pas s'il y avait une contamination, s'il y avait des taches vertes. Ça avait marché, ouais. Donc vous devez sonder, c'est ça? Non, et du coup, on garde un transparent. Si vous regardez, ils sont tous noirs. Et il y a toujours un transparent qui vous indique que le mycélium a Je pensais que vous n'aviez pas assez de sacs noirs, non? Et quand tu vois sur le sac témoin que le mycélium a colonisé la totalité, c'est-à-dire que tu fais l'hypothèse que tous sont au même niveau, et là, tu fais des petits trous dans le sac pour que les pleurotes sortent, c'est ça? Exactement. Donc il y a des mini-trous pour que le mycélium respire. Ça, les sacs sont faits comme ça. Et puis, quand il arrive en 3e étape, on fait un trou pour que le pleurote puisse sortir. Et les cueillettes, comment ça se passe? Combien de temps ça met pour qu'ils arrivent à la maturité, que tu puisses les cueillir? Et combien de cueillettes tu fais avec les mêmes mycéliums? Alors, quand on arrive, donc après 5 jours, il a doublé de volume, et quand le chapeau commence à retourner vers le bas... Doublé de volume. Chaque jour, il double. Il double, ouais. C'est pour ça qu'il donc c'est exponentiel, ça va hyper vite. C'est fabuleux. Si vous revenez demain, les petits... Vous les imaginez 2 fois plus gros. Mais même là derrière toi, j'en vois qui grossissent à vue d'œil. Ouais. Vous me prévenez si je dois bouger. Surtout que tu me fais un peu flipper ton histoire de mycélium là. Non mais ça, par contre, je sais que par exemple, on parle de mycélium notamment et c'est ce qu'on fait à la fin dans le matériau, c'est que de mycélium, parfois on les confond, et nous il y a des architectes qui disent attends, nous on connaît la mérule, le champignon on veut pas le voir, mais c'est comme si on parlait de je sais pas moi, la fourmi et du guépard. C'est des choses le mycélium de pleurote, il a des caractéristiques qui sont tout à fait je dirais spécifiques à lui, et qu'on ne contamine pas l'humain, il fait des pleurotes, quoi. D'accord. Et du coup la cueillette en fait, donc comment ça se passe? La cueillette, une fois que le chapeau commence à retourner vers le bas, on arrive le matin et la chambre est remplie de champignons. C'est comme une forêt remplie de champignons. Et donc, on va les récolter à la main. D'accord. On va couper les pieds. Avec ces pieds, on fait des soupes et on vend les chapeaux. D'accord. Le rendement d'un sac, c'est 20%. Donc, ces sacs font 5 kilos. On va avoir 1 kilo de pleurote en moyenne qui sortent. En plusieurs récoltes. Donc, nous, on fait 2 récoltes ici. Un sac permet de faire 2 récoltes, c'est ça? En fait, il pourrait faire même 6 à 7 récoltes. Mais la première récolte, c'est 80%. Puis, c'est 15. Et puis, en fait, à la fin, la plupart de ce compost va dans une ferme et eux sont contents de récupérer encore des pleurotes pour les vendre dans leur magasin. D'accord. Sympa. Nous, si c'était à la maison, on aurait peut-être faire 5, 6, 7, mais vous, avec la démarche un peu commerciale des ventes de ces pleurotes, ça n'a pas l'essence économique de laisser ça. C'est toujours la question de la productivité et de l'espace. Oui, voilà. Surtout qu'on est à Bruxelles. Et vous avez une abondance des mares des cafés, de toute façon, il faut les c'est ça, c'est qu'il y a une mare de café qui arrive, qui pousse. Voilà. Donc, et vu que vous êtes donc un acteur engagé dans l'économie circulaire, vous avez du coup dans ce process vos propres déchets. Qu'est-ce que vous en faites? Genre le marc, tu nous as dit, le marc est moins riche après les 2 récoltes, il part en compost, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres déchets produits par la production? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, donc, on a le marc de café, la paille, on a le champignon, et le champignon transforme ce substrat en champost. Donc, c'est un compost de champignons. La première idée qu'on a eue, c'est de collaborer avec une ferme, parce qu'il y a quand même 5 tonnes qui sortent par mois. Donc, eux le récupèrent pour un amendement sur le sol. Donc, on a toujours essayé de le valoriser, mais c'était compliqué. La seule valorisation qu'on a vraiment, je dirais, de masse, c'est que la ferme récupère tout gratuitement. D'accord. Et puis, on s'est dit, mais si le marc de café, on l'a pas vu comme un déchet, le compost, ça n'en est pas un non plus. Et donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre culture sous base de ce compost. Et là, on a eu l'idée de faire des chicons, donc des endives pleine terre, produites dans les caves. C'était là derrière vous. Et ça, on a fait ça pendant 3 ans. On produisait jusqu'à 5 tonnes d'endives par mois. Et c'est quelque chose qu'on a arrêté. Et ça, avant ça, parce que les endives ont besoin d'un substrat moins riche, donc elles peuvent évoluer sur la 2e étape du marc de café, c'est ça? Mais je dirais même que le marc de café, elle n'arrive pas à le transformer. Le travail du champignon sert à ce qu'il soit plus assimilable. Mais il a encore de la richesse nutritive. En fait, il est plus proche de l'humus
que le marc de café. De la terre. Donc on peut faire cultiver des chicons, comme tu dis, des endives pour nous. Ouais. D'accord, très bien. C'est ce qui se passe dans notre sol, c'est que l'arbre il pousse pas sur la feuille, il y a le mycélium, les lombrics qui l'ont transformé. Et puis, lui prend l'humus. Nous, c'est la même chose. Le champignon transformé, le marc de café, en quelque chose d'assimilable, qui servait à faire grandir le chicon. Ça, vous avez dû arrêter. Pourquoi, alors ? Alors, il y a deux raisons. Je dirais, il y a une raison qui est que en fait, là, on est dans le champignon, un monde propre, un monde où on fait attention à toutes les contaminations. Et le chicon, ça pousse à partir de la chicorée qui vient en direct de la ferme avec le terreau. Donc, c'est deux. Nous, on voyait une complémentarité, une symbiose. Dans la nature, ça peut se faire. Et nous, on a besoin d'une certaine stabilité. C'était pas si simple. Surtout que le travail du chicon est moins intéressant. C'est enlever des feuilles. C'est vraiment un travail qui est moins valorisant. D'accord. Ça, c'est la raison, je dirais, qu'on trouve chouette. La raison qu'on trouve moins chouette, c'est que on devait le valoriser à 5 €. Et il était plein de terre. Économiquement, pour vous y retrouver, pour couvrir vos coûts de revient. Ouais. Et on arrivait à valoriser une grosse partie chez les spécialistes, les restaurants qui disaient il a un goût incroyable, il est plein de terre, il est plein. Mais visuellement, ça se voyait pas. Et donc, il y avait une partie qui était en concurrence avec le chicon qui est production classique. En hydroponique, qui est dans l'eau, qui n'a pas de goût, mais qui était moins cher. D'accord. Donc, ça marche moins, contrairement aux pleurotes. Tu as fait référence à 5 tonnes d'endives que tu produisais à l'époque. Et pleurotes, aujourd'hui, vous faites combien ici ? Une tonne Oui. Par mois. Par mois, une tonne par mois. Et en fait, l'endive, c'est beaucoup plus intensif. Ça pousse. Mais on fait 5 tonnes de déchets pour 20% de champignons, c'est-à-dire une tonne. Et combien de cafés vous récupérez en tout par mois ? Quelle est la ration entre les pleurotes produites et produits et les cafés ? Alors, c'est 2,5 tonnes de marc de café, 2,5 tonnes de paille. Ça veut dire 5 tonnes de substrat. D'accord. Qui donne une tonne de... Une tonne de pleurote, quoi. Et tout ça, après, est utilisé comme un grès Alors, on a un nouveau projet qui nous fait assez rêver, sur lequel on travaille depuis 2016. C'est de transformer le champost dans un matériau biodégradable qui peut remplacer le plastique et le polystyrène. Ah, c'est les fameux abat-jours qu'on a vus tout à l'heure. Ouais, c'était notre première application. Alors, tout le monde nous a dit faire une forme... ça va pas être possible. Et aujourd'hui, tout le monde nous dit, votre design, il est un peu dégueu. Et en fait, c'est génial, ça veut dire qu'on nous parle plus de la forme. On est d'accord. Et donc, on avance, oui. Ouais, super, ça. Et ça, on va retrouver dans la boutique du Pain Quotidien, on va en faire des photos. Les premiers qu'on a vendus, ils sont à l'étage du Pain Quotidien. Ouais. Et ce que moi, j'aime bien voir, c'est qu'il vieillit. C'est comme, c'est organique. Donc, on voit des taches comme s'il avait été au soleil ou, moi, je trouve ça très beau. Il va pas se dégrader dans le temps. Ça reste une matière, c'est un plastique naturel. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais. Oui, ça reste dans le temps. Mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que au lieu de se dire de faire toutes les analyses, nous on en a fait un, et puis on voit comment il évolue. Alors, est-ce que on sait que c'est biodégradable si on le met dans la terre, on l'a testé. Tout est biologique chez nous, donc c'est. Ça, du coup, c'est le mycélium. Ça. En fait, c'est du mycélium. Il est mort là. Si tu le mets dans la terre, on l'a séché. On l'a séché, donc il est mort. Mais par contre, si on le met dans un endroit où il n'y a pas d'humidité. Il bouge plus. Il est séché. Bouge peu. Exactement. Par contre, si on voit qu'il est trop biodégradable, on peut en faire du packaging, par exemple. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la rencontre ? Donc, on a évoqué les Pains Quotidiens à l'instant. Est-ce que tu peux nous parler de la rencontre avec les Pains Quotidiens ? Comment ça a eu lieu ? Qui allait chercher qui ? Depuis quand vous collaborez ? On voulait comprendre un peu plus en détail cette collaboration. Oui, alors nous, on a commencé en 2014. Et déjà ? Ouais, ça fait longtemps. L'idée en 2013, mais je dirais qu'on a la coopérative en février 2014. Et on allait chercher du marc de café à un bout de Bruxelles, et puis on allait vendre des champignons à l'autre bout de Bruxelles. Et donc le Pain Quotidien n'est pas notre premier partenaire, mais par contre c'est le premier qui a pris le marc de café et acheté les champignons, qui faisait la boucle entière chez lui. Super. Et comme quoi les choses sont bien faites, nous on est dans les caves d'un ancien bâtiment industriel, mais qui était rénové, et où il y a toute une activité qui se développe, et le Pain Quotidien a créé un restaurant ici, mais aussi mis son siège. Et donc... Ça, c'était l'hasard de la vie. C'est le hasard. Moi, je me demandais si vous étiez installé après, justement, pour vous rapprocher du Pain Quotidien. Non, vous y étiez déjà. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Parce qu'au départ, tu disais que vous alliez chercher ça à vélo, et ensuite, tu l'as fait référence qu'aujourd'hui, avec les Pains Quotidiens, ils vous ramènent les cafés. Tu peux nous expliquer aussi la logistique, comment ça fonctionne ? C'est ce qu'on appelle la logistique inverse. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéressait, c'était de trouver en même temps comment on a un impact. Le vélo a un impact social, un impact économique et un impact environnemental.
Et par contre, le pain quotidien, il a des restaurants partout dans le monde, mais nous, on recycle le marc de café de Belgique partout en Belgique. C'était plus possible. Ce qu'on a appris, c'est qu'il allait livrer du pain frais tous les matins. Oui. Et que le camion revenait vide. D'accord. Et là, il récupère le marc de café et il nous le ramène. Donc, dans chaque boutique pain quotidien, il dépose la quantité des pains et il ramène le marc de café chez nous. Et il fait ça systématiquement et après, il dépose tout ici, quoi. Oui. C'est bien parce que ce que tu disais tout à l'heure dans le modèle économique, ce qui vous coûtait le plus cher, c'est la ramasse. C'est la la ramasse du marc de café. Ouais, donc c'est un bon partenariat à ce niveau-là déjà. Oui, c'est à plein de niveaux, mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est ça qui est chouette, c'est que les rêves qui paraissaient fous, au final, on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Il y en a plein qui sont arrêtés, c'était les mauvais, mais il y en a des bons. Et, là, c'est un bon. Ouais, là, c'est un bon, mais je veux dire, si on parle à un grand groupe qui reçoit sa matière de première gratuite chez lui tous les jours, c'est hyper innovant. Oui, c'est clair. Donc, nous, on a une matière première qui arrive. Et aujourd'hui, donc, les pains quotidiens achètent les pleurotes ou une partie des pleurotes pour utiliser dans ces recettes. Exactement. Et ça, c'est la dernière étape de la collaboration qui est venue un peu plus tard, en fait. Alors, eux ont commencé dès le départ. Dès le départ, acheter les pleurotes. Donc, le pain quotidien, moi, je me souviens très bien, quand on s'est rencontrés, ils ont dit, on va faire le partenariat en entier. Nous, on existait depuis 3 ans. On allait chercher du marc de café chez un autre partenaire qui existe toujours. On allait livrer des champignons dans les magasins bio et les restaurants. Mais le pain quotidien nous a fait accélérer ça très fort. Parce qu'il nous a fait doubler la production grâce au marc de café qu'il apportait et aux champignons qu'il achetait. Super. Donc il l'a mis dans ses recettes. Et là, l'actualité dont on parle en particulier aujourd'hui, c'est la fameuse création de ce vegan bun. Donc c'est vraiment, ils ont créé une recette avec vos pleurotes. Oui. Exactement. Donc, qui a eu l'idée? Ça vient de vous? Ça vient d'eux? Alors, les recettes, nous, on fait les champignons. On fait l'amont. Est-ce qu'on pourrait goûter ces burgers-là? Parce que ça me donne très envie. Je pense que c'est ce qu'on va aller faire. On va aller retrouver Alain et tous les 4, on va goûter ce fameux vegan bun depuis le temps qu'on en parle. Ça te va, Julien? On est pour goûter les buns? Ouais, super. C'est parti. Allez.